En fait, ce dont j'ai l'impression, c'est dur d'avoir un constat objectif parce qu'on manque de recul, mais quand on va regarder ce que font les équipes formation aujourd'hui, elles ont un certain nombre d'enjeux stratégiques liés à la formation et des freins à la formation. Et quand on leur demande comment évoluent vos pratiques face à ces freins, il y a une certaine partie des entreprises qui tombent dans un piège, mais il est tellement tentant qu'on savait qu'on allait tomber dedans, c'est de se dire, si moi, par exemple, dans mon TMS, j'ai des fonctionnalités IA qui me permettent de scanner, reconnaître des feuilles d'émargement et d'aller saisir automatiquement qui était bien présent à telle session de formation, donc ça c'est un peu le b.a.-ba des premières fonctionnalités IA, je vois que je vais gagner du temps, parce que c'était fastidieux, et donc c'est ce sujet que je vais adresser en premier. Le problème de ça étant que ce n'est pas forcément ce qui aura le plus d'impact à moyen et long terme, mais je dis c'est tentant, je suis déjà tombé dans plein de tentations du digital, c'est qu'on gagne du temps à court terme, mais du coup ça se fait au détriment des priorités les plus importantes. Alors Clément, est-ce que tu peux nous faire quelques commentaires sur les chiffres qui vont s'afficher à l'écran, à savoir, on vous a posé la question, quels sont les principaux freins à la formation dans votre entreprise pour qu'on puisse les commenter. Il y a 2 chiffres intéressants. Le premier, celui qu'on voit tout en haut, bien évidemment, quasiment un responsable formation, une équipe formation sur 2, 41%, nous disent que c'est dur de prioriser les demandes. C'est un peu ce que tu expliquais. Et aujourd'hui, on le voit pour une simple et bonne raison, c'est que historiquement, on avait des demandes métiers qui étaient faites dans les entretiens annuels, qui étaient faites aux managers. On les traitait, parfois on mettait un petit peu de temps à les traiter. Mais aujourd'hui, on a surtout l'intelligence artificielle et tous les changements liés à notre métier qui sont autour du pur métier et des pures compétences liées à notre quotidien, qui vont être sur le devant de la scène. Et c'est très dur pour le responsable formation d'y répondre et de les prioriser. C'est-à-dire que si on a un collaborateur qui nous dit « moi, j'ai besoin de monter en compétence sur l'intelligence artificielle », déjà, c'est quoi? C'est de l'acculturation, c'est des compétences métiers, bref, pas mal de possibilités. Et c'est très dur, du coup, d'y répondre en tant que responsable formation. Et c'est un peu en lien avec le deuxième chiffre que je voulais commenter et partager. C'est le troisième sur cette slide, à 29%. On nous dit qu'il y a un manque de ressources, un manque de temps. Donc, quasiment une équipe formation sur 3 nous dit aujourd'hui on n'est pas assez, ou en tout cas, on n'a pas assez de ressources pour gérer toutes ces demandes. Et ça fait bien le lien avec le premier chiffre que j'ai commenté. Et je pense qu'il faut s'équiper de partenaires, s'équiper de solutions, d'outils, comme tu le disais. Alors, pas que des outils avec des fonctionnalités IA, mais de choses qui vont au quotidien pouvoir permettre aux responsables formation d'aller beaucoup plus vite pour traiter toutes ces demandes. Ouais, peut-être juste peut-être une réaction effectivement sur ça, parce que c'est toujours pareil et je pense qu'en RH, on a souvent ce biais-là. L'outil n'est qu'un outil, donc il ne faut pas oublier ça. Et je pense que s'il y a déjà du désordre dans les organisations, l'IA, elle ne va faire qu'accélérer ce désordre. Donc en fait, il faut quand même, au point de départ, se reposer les bonnes questions de quel arbitrage on veut faire, c'est quoi la priorisation, quel est l'objectif, en quoi ça s'aligne avec la stratégie de l'entreprise, comment est-ce qu'on va y répondre et comment est-ce qu'on va réussir à accompagner et la performance d'entreprise et effectivement l'employabilité, le développement des compétences des collaborateurs. Donc, il faut vraiment toujours prendre les choses dans le bon ordre et je pense que ça, c'est quand même un point où voilà, on peut avoir tendance à oublier puisque ça va très vite. On se dit, on y va, on se lance et voilà, ça peut être un petit peu le point auquel il faut faire attention, surtout qu'il y a quand même beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments qu'on va challenger. Donc, c'est aussi un point, à mon avis, à prendre en compte. Donc, peut-être un petit point d'alerte là-dessus. C'est une ligne de crête que tu connais, toi qui es RH, moi qui l'ai été, de savoir comment est-ce qu'on gère. Ouais. Parce que parfois, pour pouvoir se concentrer sur les priorités que tu décris, il faut qu'on en ait le temps. Et donc, ça peut paraître une bonne pratique, et parfois ça l'est, de se dire je vais gagner du temps sur quelque chose qui n'est pas prioritaire. Et c'est ce temps dégagé qui me permettra ensuite de me focaliser sur mes priorités. Le piège étant que c'est rare que ça fonctionne dans les faits de cette manière-là. Et donc, peut-être que certains sujets, même si on a une réglementation de la formation en France, administratif, il va falloir les décaler. Même si l'IA peut déjà permettre de gagner du temps, il va falloir investir sur le moyen terme. Ouais, c'est clair. Choisir le bon angle, je pense que c'est un point qui est clé. Alors surtout que, on le voit dans le baromètre, on est dans un contexte où l'offre de formation et les contenus de formation vient amener de la complexité dans tout ça. Tu l'as un peu dit, Clément. C'est-à-dire là, en 2026, on est dans un contexte où, il y a 10 ans, dans les webinaires qu'on faisait déjà ensemble à l'époque, on se disait on va bientôt atteindre les situations où les personnes pourront se former dans nos entreprises de manière informelle et où on pourra se former à la carte puisqu'on aura des contenus sur tous les sujets qui peuvent être importants. On y est depuis 2-3 ans. Edflex, je crois que c'est l'acteur qui a le plus contribué à rendre ça possible. Et on est en train d'atteindre quelques limites
de ce modèle, à savoir la surabondance de contenu et le fait que, vu que tout évolue un peu plus vite que ce qu'on avait anticipé, tout n'est pas forcément à jour. Dans les chiffres du baromètre, moi je vais commenter notamment 2 chiffres. Le premier, c'est que 48% des 200 décideurs formation considèrent qu'il y a une obsolescence importante des contenus qui sont mis à disposition des collaborateurs. Donc ça, en termes de désengagement des collaborateurs qui se forment et d'impact sur le travail, le quotidien, la performance, tout ce que vous voulez, c'est quand même c'est pas neutre, surtout sur les contenus liés à l'intelligence artificielle. Et vous êtes un tiers à considérer qu'il y a une surabondance de contenu. Et donc, en fait, on est en train de créer un environnement formation complexe, alors même que la transformation IA, elle, amène de la complexité et qu'il faudrait retrouver des endroits où, justement, on simplifie les choses, de quoi j'ai besoin pour bien faire mon travail et de quel contenu ou de quelle formation j'ai besoin. C'est un enjeu même RH un peu plus large, Carole. Ouais, c'est un enjeu large. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est compliqué au quotidien de gérer la complexité. Voilà, je pense que ça, c'est pas un point évident. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, le problème, c'est plus effectivement l'accès au contenu, parce que ça, c'est assez simple, mais c'est la confiance que l'on a dans ce contenu. Est-ce que c'est le bon contenu? Est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour moi à ce moment-là de mon parcours? Est-ce qu'il est bon pour moi à ce moment-là de parcours dans l'entreprise? Donc en fait, ça fait intervenir un certain nombre de questions qui sont fondamentales et auxquelles sont confrontées les équipes formation. Et c'est vrai que dans le quotidien, il faut s'atteler à la tâche et c'est pas évident. Donc ça, je conçois et ça rejoint vraiment ce que tu disais. Et puis je pense que la problématique aussi de cette surabondance, c'est que finalement, on se retrouve à j'allais dire, à reporter en tout cas la charge autour de l'apprenant et dans le cadre de l'expérience collaborateur, finalement, on lui redonne cette charge un peu mentale, cognitive, en lui disant bah, « Tiens, regarde, il y a plein de contenus, et puis maintenant, vas-y, débrouille-toi ». Et en fait, ça ne peut pas marcher comme ça parce que l'apprenant et le collaborateur, malgré tout, malgré le fait qu'on l'encourage à être acteur de son parcours, malgré le fait qu'on lui dise « bah oui, tu vois, l'IA, ça va t'aider au quotidien », malgré tout, il a quand même besoin d'être un peu accompagné. Donc, les équipes learning, elles ont aussi ce rôle-là, encore une fois, de cibler, de cadrer, de structurer vraiment cette offre pour accompagner au plus près et faire en sorte de limiter cette charge cognitive liée à la surabondance des contenus et de la formation. Donc, je pense qu'il y a vraiment il ne faut pas perdre de vue cet objectif qui était quand même un des objectifs aussi clés des équipes learning parce que je pense que ça challenge aussi les équipes learning aujourd'hui de se dire finalement, c'est quoi notre rôle parce que comment est-ce qu'on doit se positionner, nous Je pense qu'il ne faut pas perdre le cap. Il ne faut pas perdre le cap, il faut maintenir et se dire, bah oui, en fait, on est là pour justement structurer, donner le cadre et apporter le bon contenu au bon moment. Et donc après, forcément, on va se poser la question de qu'est-ce que je fais en interne? Qu'est-ce que j'externalise? Qu'est-ce qu'on fait faire effectivement, entre guillemets, par l'IA? Pourquoi? Comment? Donc ça amène toutes ces questions-là. Et moi, peut-être le conseil que je voudrais donner, c'est de se dire, mais en fait, c'est pas, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes? C'est ce qu'on va faire nous-mêmes, ce qu'on va faire en interne, en quoi c'est différenciant? En quoi c'est le reflet de notre culture? En quoi c'est le reflet de nos valeurs d'entreprise? En quoi ça va répondre vraiment à un enjeu qui est propre à notre structure, notre organisation et notre façon de travailler. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment garder et se dire, bah, OK, dans ce cas, je vais utiliser l'IA, je vais solliciter mes équipes en interne et là, je vais construire mon contenu pour répondre vraiment pleinement aux besoins de formation et pas être dans de la surabondance, mais vraiment être dans je traite et j'évite l'obsolescence des compétences. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de se dire, bah, pour tout ce que je ne vais pas apporter de différenciant, bah là, je vais m'appuyer de partenaires. Et donc là, je vais externaliser. C'est ça qui est important, c'est de se dire, bah, je vais aller externaliser ce que quelqu'un d'autre va faire mieux que moi, peut-être plus rapidement, avec les bons contenus au bon moment. Et peut-être qu'il n'y aura pas besoin non plus d'avoir trop de formats. Il y a des choses qui existent. Donc, on peut aussi s'outiller à travers ça. Donc, je pense que pour moi, l'enjeu, il est là, vraiment d'avoir géré cette surabondance pour éviter de submerger nos apprenants et nos collaborateurs, donc assurer toujours le développement de l'expérience collaborateur, et puis choisir ce qu'on doit internaliser, choisir ce qu'on doit externaliser pour, encore une fois, gagner en efficacité et en performance collective, parce que c'est ça l'enjeu et l'objectif qu'on traite aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est ça le point clé et d'éviter aussi ce décrochage qu'on pourrait avoir entre ceux qui suivent les formations et ceux qui ne le suivent pas. Et je suis sûre que ça va faire réagir Clément. Ouais, c'est clair. Et je pensais à
Ce parallèle que j'aime bien faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le catalogue de formation, c'est un peu comme quand on rentre dans une bibliothèque. Je pense que beaucoup d'entre nous qui nous écoutent sont déjà rentrés dans une bibliothèque. C'est pas le cas pour les plus jeunes d'entre nous, mais en tout cas, quand on rentre dans une bibliothèque, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je vais consommer, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Soit je suis curieux, soit j'ai une attente particulière. Mais ce qui va vraiment m'aider, c'est le bibliothécaire qui va me conseiller. Et quand tu parlais du rôle de l'équipe formation, pour moi, c'est un peu ce parallèle qu'on peut faire du responsable formation qui connaît parfaitement sa bibliothèque de contenu. Donc, elle doit être assez vaste, elle doit être pertinente. Il doit y avoir plein de formats pour répondre à toutes les attentes. Et son rôle, ça va être de guider, de conseiller, de pousser le bon contenu. Et quand on pense ce parallèle comme ça, on se dit que oui, c'est bien d'avoir beaucoup de contenu. Et oui, c'est bien aussi d'avoir le bon contenu au bon moment, et donc d'accompagner le collaborateur. Donc, c'est une réponse aussi à ton point qui est de dire est-ce qu'il n'y a pas trop de contenu? Ouais, je vais continuer dans ta comparaison pour donner des exemples d'idées pratiques qui peuvent permettre d'adresser ces enjeux. Dans la bibliothèque, il y en a qui sont à l'aise avec l'idée de se dire moi je vais demander au bibliothécaire ou à la bibliothécaire. Il y en a d'autres qui disent mais moi je veux l'avis de lecteur. Et aujourd'hui, on a plein de programmes dans les entreprises où il y a des ambassadeurs IA et j'en ai encore vu assez peu. Et si je redeviens DRH, je pense que c'est vraiment quelque chose que je ferai en priorité. C'est de dire il faut aussi qu'il y ait des ambassadeurs IA, des bons contenus sur lesquels se former. Je suis dans tel métier commercial, j'ai une personne qui est un peu la référente pour, en fonction de ce que je veux développer, qui va me dire là c'est plutôt tel type de contenu, tel format, telle modalité, etc. Parce que déjà les responsables formation ne sont pas en sureffectif dans les entreprises, donc ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Et il y en a qui seront plus sensibles à la parole d'un collègue. C'est pas grave quand on est responsable formation, le tout c'est d'avoir de l'impact à la fin. Donc, il faudrait avoir aussi ces petits ambassadeurs IA formation ou, on va dire, une mission parmi les ambassadeurs IA qui soit aussi ambassadeur de l'offre de formation. Et on entend dans les grandes entreprises de plus en plus des playlists de formation aussi recommandées par des fonctions qui permettent du coup de suivre quand j'arrive en tant que nouveau commercial dans une entreprise. Et potentiellement, j'ai le directeur commercial qui m'a fait sa playlist des bons contenus que je dois suivre. Exactement. Comme ça, on a quelque chose qui est complémentaire aussi du marketing de la formation. Parce que là, il a un enjeu particulièrement important et on a le côté humain de c'est un collègue ou on sait que c'est son manager ou autre personne dès l'onboarding. Ça va permettre d'y répondre.